Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Georges Kuzmanović, vous êtes un homme politique français d'origine serbe. Vous avez longtemps frayé avec Jean-Luc Mélenchon, occupant une position éminente lors de sa campagne présidentielle de 2017. Vous avez pris depuis vos distances avec la France insoumise en raison de divergences de fond, notamment sur la question souverainiste, dont je pense vous ne manquerez pas de parler. Ceci vous a poussé à créer votre mouvement République souveraine. Vous n'avez pas pu prendre part à l'élection présidentielle de 2022, n'ayant pas réussi à récolter suffisamment de parrainage. Mais rassurez-vous, à Dystopia, vous aurez carte blanche pour défendre vos positions et nous aurons l'occasion de mieux connaître votre mouvement. Vous nous faites l'honneur de participer à notre contre-journal. Georges Kuzmanović, bonjour. Bonjour, et c'est vous qui me faites l'honneur. Merci pour cette invitation. Et une petite correction, même si ce pays n'existe plus, je suis d'origine yougoslave. Très bien. Eh ben, je corrige. Et sabordé et auquel ma mère est française depuis on ne sait pas quand, et mon père est d'origine yougoslave. Très bien, très bien. C'est entendu, je corrige le tir. On a aussi, là, dans l'actualité, une autre crise, le conflit russo-ukrainien. Vous qui nous avez rappelé que vous étiez d'origine yougoslave, vous avez peut-être le souvenir de ce qui s'est passé à l'époque de la guerre du Kosovo, et peut-être que vous pourrez nous donner votre avis sur la question, en tout cas sur le conflit russo-ukrainien, et est-ce que vous êtes favorable à la militarisation de l'Ukraine par la France, comme vous avez peut-être pu être favorable, comme le gouvernement, pour la vaccination, par exemple? Bon, ce sont deux choses qui n'ont quand même, disons, absolument rien à voir. Mais dans les deux cas, il y a un lien, c'est que ces crises illustrent le manque de souveraineté de la France. Dans le cas de la Covid, on l'a vu, le mot souveraineté est devenu quasiment normal, au point où le gouvernement l'utilise régulièrement, alors que juste avant la crise, c'était un terme plutôt connoté négativement, si ce n'est brocardé. Mais tout le monde s'est rendu compte que eh bien, la France avait un problème industriel qui se manifeste par le déficit de la balance commerciale extérieure qui est de 85 milliards pour cette année et qui sera de 100 milliards l'année prochaine, c'est-à-dire nous sommes dans une situation catastrophique. Les Français ont bien vu que nous ne sommes pas en mesure de produire même des choses aussi simples que des masques et que nous ne sommes pas en mesure de produire des médicaments qui sont pour la plus grande partie fabriqués en Inde ou en Chine. Bon. Donc on s'est rendu compte qu'il y a un souci. Et là, la crise en Ukraine montre le manque de souveraineté géopolitique à la France, puisque nous dépendons très largement des États-Unis, étant rentrés dans le commandement intégré de l'OTAN. En 2008, il y avait eu la crise georgienne, et la France, par la voix de Sarkozy, avait participé à trouver une solution. Mais il se fait qu'en 2008, Sarkozy ne nous avait pas encore ramené dans le commandement intégré, et la France avait une voix plus forte qu'elle a eue en 2003, par exemple, quand elle a refusé d'aller faire cette guerre en Irak. C'était le célèbre discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Depuis, c'est quelque chose qui s'est un peu effondré, et puis on s'est rendu compte que les Français ont appris, en tout cas certains, qu'en cas de guerre de haute intensité, c'est-à-dire guerre classique importante, eh bien, nous avions moins d'une semaine de réserve de munitions. Donc, que nos armées sont, comme on dit dans le jargon, à l'os et quasi incapables d'intervenir. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que la France doit intervenir militairement ou même fournir des armes à l'Ukraine? Alors, bien sûr, on a l'émotion suscitée et légitime par
tous ces réfugiés, ces gens accueillis entre autres en France, par les destructions, par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en violation du droit international. Mais si l'on se réfère à ce qu'est la géopolitique, en tout cas comme elle est définie par De Gaulle, à savoir que les États n'ont pas d'amis et qu'ils ont des intérêts, la France a un intérêt très relatif, si ce n'est nul, en Ukraine. Par contre, elle a un intérêt très fort en Russie. On le sait assez peu, la France était le premier employeur privé de Russie. Ça montre l'influence des entreprises françaises, dans plus de 540. Et une entreprise comme Total prenait en charge était partie prenante de l'exploitation des gisements de gaz de Yamal au nord de la Russie et qui, entre autres, alimente l'Europe. Donc nous, pour la France, en termes d'intérêt, c'est une perte nette. Et plus généralement, c'est une perte géopolitique que ce conflit avec la Russie. Vous savez, historiquement, la France a de très fortes relations avec la Russie, qui ont été initiées par Voltaire, visitant la cour de Catherine II, après par Napoléon Ier, passant un accord avec Alexandre Ier qui s'est mal soldé puisque nous avons envahi la Russie. Mais après des accords entre Jules Ferry, Alexandre III, puis entre De Gaulle et Brejnev, la Russie et la France, avec des régimes différents, ont été alliés à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, le problème, c'est que la manière dont est abordée cette guerre du côté ukrainien est en train de jeter de manière définitive la Russie dans les bras de la Chine. Et c'est avec la Chine qu'aura lieu le grand affrontement géopolitique à venir. Et c'est une erreur, je pense, grave que de ne pas avoir la Russie dans le giron occidental. Voilà, pour répondre brièvement à cette question qui est très vaste. Je vous propose de faire donc un petit peu de prospective et d'aller un tout petit peu plus loin. Est-ce que dans les conditions actuelles, la guerre entre l'Europe et la Russie est inéluctable? Je dirais que non. Encore une fois, malgré les émotions suscitées par cette guerre, ce qui sont normales, mais qui est du même niveau que celle de la guerre en Libye, de la guerre en Irak, de la guerre au Yémen, des guerres en Yougoslavie. La guerre, c'est assez tragique. Je l'ai vécu directement puisque j'ai été témoin des guerres de Yougoslavie, j'étais au Rwanda au moment du génocide, j'ai servi dans les armées françaises, en particulier en Afghanistan. La guerre est une chose bien évidemment horrible, mais la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Europe, et encore moins à la France. La Russie mène une guerre contre l'Ukraine. Illégitime, mais nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, et j'espère que nous ne le serons pas, car c'est peut-être le problème, le drame de la gestion par l'Occident des conflits ces dernières années. La Russie, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Poutine et son régime, n'est pas la Serbie, n'est pas la Libye, n'est pas l'Irak. Ce n'est pas un pays qu'on peut écraser simplement. Et le fait est que la Russie est assise sur 6000 têtes nucléaires et a les moyens de frapper l'ensemble de la planète avec des armes renouvelées comme ce missile intercontinental Sarmat, qui fait que c'est une gestion, la guerre je veux dire, impossible avec la Russie, à moins de vouloir avoir une destruction mutuelle. Donc il n'y a pas d'autre choix que celui d'aller vers la négociation d'une manière ou d'une autre. Je rappelle encore ici, si c'est nécessaire pour certains, on ne négocie pas avec des amis on va boire des coups, on va en soirée ensemble, on négocie avec des adversaires, voire des ennemis. Et c'est ce que nous avions proposé dès 2017 avec Jean-Luc Mélenchon, quand je m'occupais des questions internationales et de défense, qu'il continue à proposer maintenant, et que moi-même je propose, et que nous proposons à Plus Souveraine, qui est la seule position sensée, en fait, dans cette situation, compte tenu du fait de la puissance nucléaire de la Russie, c'est d'avoir une grande conférence internationale sur la paix et les frontières en Europe, qui aurait dû suivre l'effondrement de l'URSS, mais qui n'a jamais été faite, et on voit les dégâts que ça a pu provoquer à travers l'Europe et que cela continue de provoquer justement en Ukraine.
Mais finalement, quand on regarde un peu le théâtre aujourd'hui et les forces présentes, les États-Unis qui semblent mener la danse ne veulent pas de votre conférence de paix. Donc comment fait-on? Je me rends bien compte. Mais bon, pour le moment, nous ne sommes pas encore en situation de co-belligérance, comme on dit, mais la frontière est très très ténue. Hein, on a quand même, apparemment, on fournit des armes, on entraîne des soldats ukrainiens sur notre territoire, on envoie des armes sur place, maintenant des armes lourdes. Il y a des rumeurs selon lesquelles des officiers occidentaux et donc français seraient sur place côté ukrainien. Bon, pour le moment, ce sont des rumeurs, ça reste à vérifier. En tout cas, il y a des volontaires qui sont partis là-bas. Quant aux Américains, ils ont, je pense, largement dépassé la co-belligérance puisqu'ils assurent la coordination d'état-major et le renseignement auprès des Ukrainiens, comme ça a été dévoilé récemment par le New York Times. Je rappelle que la Maison-Blanche n'a pas démenti et elle a plutôt regretté que l'inconséquence du New York Times de dévoiler ce genre d'informations. Bon. C'est un souci, puisque les États-Unis, évidemment, sont la première puissance nucléaire, avec 7000 têtes nucléaires, les Russes 6000, comme je vous ai dit. Et le problème est que les États-Unis sont embarqués dans une drôle d'affaire. C'est que, malgré l'apparence renouveau de la force de l'OTAN en Europe, l'OTAN est une organisation qui a subi une assez lourde défaite en Afghanistan, qui s'est soldée en juillet dernier par une déroute sévère des armées américaines et de l'OTAN qui ont dû fuir Kaboul, comme il avait fait à Saïgon face aux Vietnamiens. La situation de politique intérieure de Joe Biden est très mauvaise et on sait que les présidents des États-Unis ont toujours utilisé la guerre pour rehausser leur prestige, leur aura et les courbes électorales. Or, il y a des élections de mid-term, comme on dit de mid-term, donc de 2 ans après l'élection présidentielle, des élections au Congrès et au Sénat aux États-Unis qui s'annoncent très très mauvaises, en tout cas qui s'annonçaient très très mauvaises pour les démocrates et pour Joe Biden. D'où cette double surenchère. L'OTAN ne peut pas perdre parce que l'OTAN s'est tellement investi, les États-Unis sont tellement engagés derrière l'Ukraine. Maintenant, on le sait, en armant, en formant, en organisant même l'armée ukrainienne pendant 8 ans, que si, à in fine, malgré tous les efforts, et je vous rappelle que les derniers efforts, c'est 40 milliards, c'est absolument colossal. Le budget de l'armée, le budget militaire de la Russie, c'est 62-64 milliards par an. Ça vous donne le niveau d'engagement financier, plus l'envoi d'armes, plus l'envoi de volontaires. Une nouvelle défaite coûterait politiquement extrêmement cher, tant à l'OTAN qu'à Joe Biden. Et donc, on est dans la situation assez terrible qui prévalait pendant la guerre froide, qui est celle de l'escalade. Et chacun mise de plus en plus lourd, ce qui fait que sortir du conflit est de plus en plus difficile, parce que chacun a misé plus à chaque tour. C'est un peu comme au Texas Hold'em. Si vous jouez au Texas Hold'em, quand vous arrivez à la rivière, si vous avez misé beaucoup avant, vous hésitez à vous retirer parce que vous perdez tout. Et c'est la situation dans laquelle on est. Et aucun des deux belligérants principaux, les belligérants principaux étant évidemment les États-Unis et la Russie, ne semble vouloir retirer leur bille ni faire une quelconque désescalade, bien au contraire. Moi, il me semble que les Russes, depuis très longtemps, ont abandonné l'idée, en fait, de toute négociation et sont partis pour une reconquête pure et simple de l'Ukraine, en tout cas d'une partie d'Ukraine, si possible sur la ligne Kiev-Odessa, en faisant le lien avec la Transnistrie, en annexant donc Kiev et Odessa, et au minimum une conquête de tout ce qu'il y a à l'est du Dniepr, plus Odessa, et donc en faisant le lien avec la Transnistrie, qui elle se trouve qui est une région sécessionniste de Moldavie.
Les États-Unis ne semblent pas vouloir reculer. À chaque fois que Zelensky, le président Zelensky, qui est assez sérieux, a donné l'impression qu'il était prêt à négocier, que ce soit juste avant le conflit ou 3 fois pendant cette guerre qui dure maintenant depuis plus de 3 mois, eh bien, à chaque fois, il a eu une aide colossale et qui lui a permis la surenchère. Et il semble qu'il n'est plus tellement le président de l'Ukraine, mais surtout un porte-parole de Washington. Donc là, pour le moment, on est en situation d'escalade. Donc effectivement, on est loin de la situation de négociation et de conférence pour la paix, mais quand on a des belligérants qui ont l'arme nucléaire et la capacité sûre et certaine de s'autodétruire et de détruire toute la planète avec eux, nous l'avons nous-mêmes, puisque nous avons une dissuasion nucléaire, on semble l'oublier. La France ne peut pas être attaquée et elle-même peut vitrifier l'ensemble de la Russie par nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Quand on a ces armes-là, eh bien, la guerre n'est pas une solution. Donc, de toute façon, il faudra venir à cette négociation, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et le fantasme d'une victoire totale et garantie à 100% pour la Russie, comme le fantasme d'un effondrement du régime de Poutine, doivent rester des fantasmes et on doit revenir au sérieux. Le sérieux, c'est la négociation.